Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Grand moment de frayeur pour les populations des 3e et 5e arrondissements de Douala, établis tout autour du carrefour d'Okoti. Comme une traînée de poudre, la nouvelle d'une descente musclée d'une bande de jeunes gens porteurs d'armes blanches va contribuer à installer la peur et troubler ainsi la sérénité de paisibles citoyens qui ne demandaient qu'hier, 8 octobre, en fin d'après-midi, qu'à vaquer à leurs occupations. Les conducteurs de moto vont donner l'alerte. Ainsi, en un tour, les échoppes vont fermer, les grandes surfaces vont baisser leurs rideaux de fer, les populations qui traînaient dans les rues vont chacune à sa manière se sauver. L'arrivée des forces de maintien de l'ordre sur les lieux a permis un retour au calme. Toutefois, des interrogations continuent de fuser quant à la perpétuation d'un tel phénomène dans une métropole comme Douala. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du vendredi de 20h présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Insécurité grandissante à Douala, les bandes continuent de dicter leurs lois. Pour en parler, nous avons invité ce soir en plateau Georges Essébé. Bonsoir Georges. Bonsoir à vous, tout. Merci. Bonsoir à vous, bonsoir à mes panélistes et je salue très chaleureusement les sympathiques téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout de votre plateau que je retrouve avec plaisir. Voilà. Omer Soda, bonsoir. Bonsoir, M. Serge. C'est toujours un réel plaisir de prendre part à ce grand festin de débat dont vous seul avez le secret de rendre si appétissant. Vous n'allez pas m'en vouloir de profiter de cette tribune pour tirer, je veux dire, pour souhaiter une bonne et heureuse année 2020-2021 à tous les enseignants du Cameroun et à tous les élèves. Il va s'en scolaire, vous voulez dire? Je veux dire, parce que pratiquement depuis le 5 octobre, ces lions indomptables ont repris le chemin de l'école. Et vous savez, Serge, cette rentrée est placée sous le signe de la crise sanitaire, avec de nombreux défis. Et sans publicité aucune, je voudrais profiter pour tirer un coup de chapeau à un chef d'établissement, Madame le proviseur du lycée bilingue Inondo Passy, avec ses collaborateurs, le censeur Diane, le censeur Tonia, qui mettent tout en jeu pour rendre efficiente cette rentrée scolaire 2020-2021. Déjà dans le même cadre, un séminaire de renforcement des capacités des enseignants en matière de gestion des enseignements en situation d'urgence aura lieu au campus du lycée bilingue de Ndondo-Passy demain, samedi. Et je crois que vivement les autres chefs d'établissement devaient lui emboîter le pas pour que l'école camerounaise retrouve ses lettres de noblesse. Voilà. Maître Fabien Kenyé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir chers copanélistes, bonsoir chers téléspectateurs de la télévision du peuple. Un internaute a cru devoir appeler aujourd'hui Tam-Tam et je n'ai pas raté l'occasion de lui dire le Tam-Tam du peuple. Ah, Equinox c'est le Tam-Tam du Tout peuple. à fait, Equinox aujourd'hui, nouveau nom c'est le Tam-Tam du peuple. Ça dit qu'il appelle tout le monde, quand Equinox est là, tout le peuple est là. Ok. Merci Serge Alain. Georges Semé, je commence par vous. Où étiez-vous hier lorsque cette nouvelle a traversé, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, comme une traînée de poudre? Où étiez-vous? Comment vous l'avez accueilli, cette nouvelle D'abord, j'étais sur la ville? D'abord, j'étais déjà à Bonabéry, où j'ai résidé dans l'arrondissement de Douala 4e. Vous vous sentiez en sécurité là-bas? Vous dites que non, ça nous concerne. Nous n'avons pas senti le phénomène. Honnêtement, nous n'avons pas senti le phénomène, mais à travers mes canaux professionnels de communication, étant journaliste bien sûr, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Donc j'ai été très rapidement informé par certains confrères, mais également dans les réseaux sociaux. Sans les images, on avait quand même déjà quelques posts qui disaient que la situation était assez tendue du côté de Ndokoti. C'était signé que voilà. Donc moi à Bonabéry, je n'ai pas senti qu'il y avait un tel mouvement, mais j'y étais impliqué vu la psychose que ce fait a suscité au sein de la population. Donc je crois que je l'ai accueilli avec beaucoup d'étonnement, mais je crois savoir que ce n'est pas la première fois que la ville de Douala précisément est attaquée par ce type de phénomène criminel nouveau. Ce n'est pas la première fois. Il y a quelques mois, la zone de Bessengue avait déjà subi
ce type d'assaut de ces nouveaux criminels qu'on appelle les microbes. Ouais. Un mot que j'aime pas beaucoup parce que ça a des relats extrêmement pathogènes. On les appelle quand même les microbes, vu leur capacité à se déployer rapidement et à fournir un type de nuisance inattendue. C'est pour ça qu'on les appelle les microbes. Bessengue avait déjà subi ce phénomène et je crois qu'il y a d'autres quartiers qui ont été également frappés. Donc, voilà, il y a eu un moment d'accalmie entre-temps parce que les forces de l'ordre, bien évidemment, avaient mis la main sur certaines têtes. Il y a eu accalmie, mais je pense que avec ce qu'on a vécu hier, on a l'impression que l'action publique n'a pas été jusqu'au bout. Si elle avait été jusqu'au bout, on aurait été épargné, bien évidemment, de cette attaque. Et peut-être on va s'appesantir de long à large sur la question tout à l'heure. Voilà, mais vous, comment vous avez accueilli ça? Et comme disait Jean Sémé, c'est pas nouveau. On a connu ça il y a quelques mois. Bonapriso, Aqua, Bessengue, ils viennent de le dire. Et il y a également Nouvelle. Ça renvoie à ce qu'on appelle de manière triviale le retour. Pourquoi on n'arrête pas ça? Je dois vous avouer que je n'ai pas perçu cet événement qui a pratiquement secoué toute la cité, tout au moins les gens qui étaient dans les environs de Dokoti, parce que je me suis même étonné ce matin que la presse n'en ait pas fait un large écho. Donc j'ai dû me rabattre sur les réseaux sociaux pour en percevoir la gravité. Est-ce que ce que nous avons vécu hier n'aura été qu'un pic? C'est un phénomène extraordinaire parce que voilà, nous sommes, je crois, encadré par deux rues. Il y a la rue King Aqua et il y a le boulevard de la Liberté, autant que je sache. Oui. De jour comme de nuit, ces gars à pente, ces rues-là. Je dois vous raconter une anecdote. Il y a cela 2 ans, alors que je suis dans mon véhicule, j'allais vers mon camion autour de Parfait Garden. J'ai vu une dame qui avait quelqu'un collé autour de lui. Elle était toute terrifiée. Un monsieur avait une lame de rasoir, la tenait en joue, tout tranquille. Elle tenait en respect. Absolument. J'ai dû garer, mais je vous assure, quand la femme, j'ai été son sauveur, elle est entrée dans mon véhicule, elle a fondu en larmes pendant pratiquement 5 mètres. Elle n'arrivait à rien dire du tout. Il s'agit d'un phénomène récurrent dans cette ville. Et je m'étonne que les autorités qui se targuent d'être chargés de la sécurité des personnes et des biens n'arrivent pas à juguler ce genre de phénomène. Quelles peuvent en être les origines? Il me semble que les autorités publiques devraient en garder une responsabilité. Parce que nous avons suffisamment de moyens, je le crois, en tant qu'observateur de la cité. Il ne vous a pas échappé, naturellement, au courant du mois dernier, quels moyens l'État ou les forces de l'ordre, de maintien de l'ordre, ont déployé, n'est-ce pas, pour pouvoir maintenir ou combattre une certaine insurrection, rébellion, qui finalement n'a pas eu lieu. Je me demande, avec tant de moyens, avec tant de renseignements, comment ces forces de l'ordre n'arrivent pas à juguler ces phénomènes qui s'étendent. Je peux vous dire que le lit, c'est dans les rues que je venais d'indiquer là. Ça a seulement migré vers nos côtés. Cela est impensable dans un état de droit. Ça veut tout simplement traduire la défaillance de l'État qui a failli à ses missions régaliennes qui sont la protection des personnes et des biens. Moi, je ne comprends pas comment des citoyens qui rentrent paisiblement de leur boulot après une journée éprouvante peuvent autant être menacés par des gens sans foi ni loi. Et on est à la barre des forces d'administration. Alors, et surtout que dans tous les coins de la République, nous avons des caméras. C'est inimaginable, cela est intolérable. Moi, je ne parle pas en tant que politique, mais tout simplement comme citoyen, que le plus tôt possible, des dispositions soient prises pour que cela n'arrive plus. Okay. Va-t-on abandonner la ville à ces gens-là? Je ne pense pas. Pour que cela n'arrive plus, Omer Seda, c'est pas la première fois tout de même. Hein. Ce qui s'est produit hier à Ndokoti, c'est un phénomène connu. Si à Douala, on parle de retour. On a connu ça à Bonapriso, à Aqua, Nouvelle, Bessengue. Allez, Bessengue. Monsieur Outou, les mots vont me manquer pour traduire toute la douleur, toute la désolation avec laquelle j'ai accueilli ce triste événement. C'est toujours gênant de voir que dans un état de droit, des jeunes se permettent d'installer une mentalité de défiance. Comment expliquer que dans une ville comme Douala, des jeunes se permettent d'aller
d'un quartier à un autre en sémant la panique. Monsieur Otto, hier, j'ai vu des personnes, parce que j'habite à peut-être une demi-dizaine de kilomètres de Coty, mais j'ai vu des gens transpirer de douleur, transpirer de peur, retrouver leur maison par des voies peu orthodoxes. Ah oui. Parce que là, on dirait des terroristes de haut vol. Le dire, c'est traduit toute mon indignation. Mais une indignation que je ne voudrais pas placer sous l'angle politique. Je voudrais rester sur l'aspect social de la chose et me poser des questions de savoir comment est-ce qu'on a laissé un tel phénomène prendre de l'ampleur. En tant qu'enseignant, il y a une dizaine d'années, dans cette ville de Douala, nous faisions face à un phénomène appelé le phénomène de retour. Il suffisait de punir un élève pour que, une dizaine de minutes après, l'établissement soit pris d'assaut par des vandales qui disaient venir rendre justice. Avec quoi, M. Otto? Les armes blanches. Et lorsque je faisais remarquer à mon chef d'établissement à l'époque qu'il était temps de pouvoir prendre des dispositions à travers des rapports acheminés à haute hiérarchie pour que ce phénomène soit pris sous l'angle purement social et comprendre qu'il y a une déflagration comportementale de nos jeunes qui pourrait installer le pays dans un chaos. Bon, je n'ai pas cru me faire entendre. Et aujourd'hui, dans cette ville, combien de personnes se font agresser au quotidien, M. Otto? Est-il facile de circuler dans les artères des grands quartiers de la ville de Douala? La réponse est négative. Non, surtout au boulevard de la Liberté. Hein. Exactement. Mais cela voudrait dire qu'il y a, sans que ce ne soit une volonté manifeste, comme je l'ai dit, de convoquer les bords politiques pour que nous tombions dans une polémique, c'est dire que nous avons un problème réel. Parce que ces vandales, ces enfants qui agissent de la sorte, sont nos enfants. Et les parents sont coupables. Nous sommes tous comptables de cette situation. Parce que, généralement, quand il arrive que ces délinquants soient peut-être arrêtés et qu'il y ait une possibilité de les mettre hors d'état de nuit, les parents sont les premières personnes à intervenir. Ceux qui sont en charge de punir avec la dernière énergie ces vandales, peut-être le font avec trop de légèreté pour des raisons que j'ignore. Je voudrais le dire avec tant d'émotion. L'heure est venue pour que nous comprenions que ce pays, c'est un pays qui doit être debout et force doit être la loi, c'est pas pour citer quelqu'un. Mais je voudrais dire, en volant les propos d'un grand philosophe, la société brandit la tête pour que les futurs candidats au meurtre, ils lisent leur avenir et reculent. Ce qui s'est passé à Ndokoti, et déjà, c'est une suite à ce qui s'est passé aux enclaves de Ndokoti, à Raphaël, où des jeunes sont partis de loin pour aller séquestrer dans des débits de boissons. Et il y a eu 3 morts. Et il y a eu 3 morts. Moi, je pense qu'il est temps pour nous de penser aux états généraux de la sécurité. Et parler des états généraux de la sécurité, c'est convoquer le politique, c'est convoquer l'enseignant, c'est convoquer les parents, c'est en quelque sorte placer la notion de civisme, de citoyenneté au centre de nos préoccupations. Voilà, Jean Semé, vous qui maîtrisez bien la ville de Douala, hein, vous maîtrisez un certain nombre de dossiers, mais il y a quand même la présence, depuis un certain nombre d'années, des caméras de surveillance dans tous les grands carrefours de Douala, les rues même. Oui, c'est voilà. Un programme... oui, et Jean Semé, permettez. Et comment comprendre donc que ces jeunes-là aient pu faire ce qu'ils ont fait hier, et que ce n'est que après avoir commis leur forfait que les forces de maintien de l'ordre arrivent? Il y a certainement eu quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Certainement, il y a eu une défaillance dans le renseignement prévisionnel. Il y a également eu un dysfonctionnement, je pense, hein, c'est mon humble avis, il y a certainement eu un dysfonctionnement dans l'anticipation de l'action publique. Oui. Mais vous avez cité tout à l'heure le cas de ces centaines de caméras de surveillance que nous avons dans la plupart des rues de Douala et qui est géré dans le cadre d'un programme de la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Et ce n'est pas seulement à Douala, il y en a aussi à Yaoundé, dans la plupart des grandes rues du Cameroun, qui donnent des images des rues, des mouvements des personnes, de la localisation des biens dans chaque rue depuis Yaoundé. Et à partir de ces images, on peut aisément avoir un renseignement précis sur la dangerosité de la sécurité publique. Et je pense qu'il y a eu également un manquement dans la veille
parlant des caméras. Si on avait eu l'information à temps, on aurait renseigné immédiatement la sécurité publique de Douala et on aurait anticipé sur l'action publique ou alors réagi tout de suite pour parer à toute éventualité. Et comme vous l'avez relevé tout à l'heure, le mal était déjà fait. Les policiers qui sont parfois très rapides à arriver sur certains faits qui ont trait à la politique sont venus tardivement secourir des gens qui étaient déjà parfois dépouillés ou alors complètement éreintés d'avoir couru pendant plusieurs minutes. Donc je crois qu'il y a eu certainement un dysfonctionnement quelque part. À M. Seda, je pense que vous aurez dû fuir l'aspect politique de la question. On y reviendra toujours. Vous avez évoqué brillamment tout à l'heure l'aspect sociologique ou alors l'aspect social que vous avez brillamment étalé. Mais il faut quand même reconnaître que je ne vais pas utiliser les mots extrêmement durs qu'a utilisé Maître Fabien Kenyé en disant qu'il s'agit de la défaillance de tout un système. Mais je pense quand même que on peut noter dans l'organisation sécuritaire de notre pays, l'organisation sécuritaire de Douala, une certaine faille. Et on l'a relevé tout à l'heure. C'était toujours le maître Fabien Kenyé qui pensait qu'il y a un dispositif assez dissuasif et conséquent qui est déployé contre les hommes politiques, mais on est tellement étonné de voir que si, concernant la sécurité publique civile, on ne trouve pas le même déploiement, le même dispositif. Donc, je pense quand même qu'il y a des défaillances qu'il faut corriger et ce nouveau phénomène d'insécurité urbaine devrait être approprié par ceux qui sont en charge de notre sécurité publique afin qu'on tire toutes les conséquences. Voilà, Maître Fabien Kenyé, on va aller droit au but. Comment comprendre que des jeunes aient marché d'Indokoti jusqu'à la cité hier, alors que le 22, les autres n'ont pas pu marcher sans l'intervention des forces de maintien de l'ordre? Ça me rappelle un peu un film intitulé Pas sur la ville. Oui. C'était un film fiction. Oui. Jean-Paul Belmondo. Merci. Malheureusement, nous l'avons vécu en réel. Cela est quand même pas tant. J'ai dit je n'étais pas sur le plan de la politique. Je réagis presque comme citoyen. Parce que ceux qui ont fui en Ndokoti n'appartenaient à aucun parti politique. Bien sûr. Donc tous les militants, je puis même être certain. Les militants MRC, RDPC, tout le monde fuyait hier. Tout le monde fuyait hier. Je peux vous dire certainement, quand même certains membres des forces de l'ordre ont dû fuir. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui ont abandonné le poste. Cela dit. Bien sûr. C'est sur ce point que j'interpelle, sans radicalité, nos forces de maintien de l'ordre. La puissance publique. À quoi cela nous sert-elle? N'est-ce pas? Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est là pour la mission ou pour les missions qui lui sont confiées par la souveraineté populaire. Vous devez constater que chaque fois qu'un temps soit peu, la population veut exprimer quelques besoins ou quelques critiques que ce soit, en vertu de ce mandat-là, pour son bien-être, cette police ou les forces de l'ordre sortent des muscles. Avec Henri Sémé, je crois, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. La police n'a pas été surprise. Je puis vous rassurer, tout au moins pour ce que je sais modestement, que notre police est l'une des polices les plus renseignées par rapport à ce phénomène-là. Cette police-là, moi j'ai confiance en elle sur ce point. Si vous devez mettre un terme en une semaine, je puis vous le dire, au-delà de la misère sur laquelle croupit les citoyens ou la population, elle peut bien le faire. À l'heure où je vous parle là, ces gars sont en action, de jour comme de nuit. C'est devenu un phénomène social. Voyez-vous. Moi je ne comprends pas. C'est devenu un fait social. Nul n'est au-dessus de la loi. Que des gens en viennent à poser de tels actes et que moi je dise que la police aura été différente, c'est de mon droit. Nous avons tous les moyens pour que cela ne se produise plus. Vous avez parlé de marche. C'est-à-dire, pendant combien ils se prennent qu'ils aient exécuté leur sale besogne, ou qu'ils aient tenu toute la population environnante de Koti, pendant pratiquement la cité. Jusqu'à la cité, vous avez parlé de Santa Lucia. Mais cela n'est pas possible. On se croyait au Far West. C'est-à-dire, on ne peut dire peut-être 3 siècles. N'est-ce pas? Comment cette population, comment cette puissance publique est si forte à réprimer les gens qui marchent aux mains nues n'a pas pu savoir
Ou bien j'aime qu'elle a su, et c'est tu. Parce que pour moi, ça ne présente aucun danger tant que leur pouvoir n'est pas menacé sur ce plan. Tant qu'ils peuvent percevoir leur perdième. Ou bien ils se disent qu'en orientant leur force là-bas, ça ne leur apporte rien. Parce que nos forces de l'ordre, qu'elles m'excusent de le dire, ont pour habitude plutôt de traiter la population qu'à l'assister. Parfois, je me suis souvent demandé si nos forces de l'ordre n'étaient pas plus dangereuses que ces personnes. J'en sais bien, vous voulez? Je voulais juste rajouter que Monsieur Maître Fabien Kenyé a dit tout à l'heure que nous avons une police qui est extrêmement renseignée. Mais je voulais lui demander, mais comment elle est aussi renseignée et n'arrive pas à anticiper sur un tel phénomène? C'est une question de comment n'arrive-t-elle pas à réagir à un moment M à un tel phénomène? J'attends que vous me donniez la réponse. Oui, dites-moi comment ça peut se faire. Et puis vous dites que les moyens que nous avons vus déployer dans la semaine du 22, n'est-ce pas? Si nous avions le 10e de ces moyens-là, au niveau pour la journée d'hier, ouais. Pour la journée d'hier, à Ndokoti, ces personnes n'auraient même pas eu, comme quelqu'un l'a souvent dit, même une seule pensée. C'est-à-dire, l'idée ne serait même pas venue. Ces personnes auraient eu cette idée qu'elles auraient elles-mêmes renoncé. Okay. La police a suffisamment de moyens pour que ce genre de choses. Là de ça, nous avons l'avantage d'avoir un enseignant sur ce plateau. C'est là où je trouve peut-être un sociologue. Oui. Parce que ce n'est pas seulement un phénomène criminogène, c'est aussi un phénomène de sociologie. Oui. Donc chacun emporte sa propre responsabilité. Du moment où l'État ne parvient plus, où la puissance publique ne parvient pas à nous aider. Mais je peux vous dire par anticipation, nos forces de l'ordre, si elles avaient bien fait leur travail, on n'en serait pas arrivé là. Okay. Et je crois que la ville de Douala connaît partout ce genre de personnes que j'ai du mal à appeler micro, comme je l'avais dit. Okay. Ces personnes en existent partout, dans tous les coins de Douala. Voilà, merci Maître Fabien Kenyé. Je dois rappeler à l'attention des millions de téléspectateurs qui nous soient que nous avons invité au débat ce soir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est leur siège là. Maître Achou Julius, que nous attendons toujours. Omer Seda, dites-moi, est-ce que peut-être un mal pour un bien, est-ce que la police a eu tort de démanteler son dispositif au niveau de Ndokoti? Est-ce que s'il y avait eu le dispositif mis en place pour le 22, ce qui s'est passé hier devait avoir, ça ne devait pas dissuader? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que la police, M. Bagangela, a eu tort et le commissaire Essogon a eu tort de demander aux policiers de partir? Si j'étais là hier, est-ce qu'on aurait eu ça? Monsieur Otto, oui? je veux le dire et je ne manquerai de le répéter. Quand j'évite de rentrer dans l'arène politique, ce n'est pas. Non, vous ne pouvez pas fuir la politique. Non, justement, je voudrais dire. On va vous faire. Monsieur Alain, mais je voudrais dire que monsieur Maître Kenyé a dit quelque chose de pertinent. Oui. Tout le monde fuyait. Les militants du MRC, les militants du RDPC, les militants de l'UNDP. Cela traduit, même les forces de l'ordre. Cela traduit une chose, c'est que nous avons un destin commun. Nous avons une nation commune à bâtir. Et à un certain moment donné, il y a des phénomènes qu'il faut fournir l'effort d'aborder, de chercher des solutions en évitant de rentrer dans des querelles politiciennes. C'est justement pour cette raison que je pourrais prendre le courage, pas comme si je voudrais jeter le propre sur la police camerounaise, pour dire qu'il y a des brebis galeuses dans notre police. Et cela se traduit par un concubinage incestueux entre ces délinquants et certains grands décideurs de notre police. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment ces microbes, qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser d'un microbe, monsieur Saint-Jalon? C'est si difficile de se débarrasser d'un microbe? Je ne pense pas. Si tel est le cas, cela voudrait dire que quand ces jeunes sont mis aux arrêts, il faudrait absolument, comme je l'ai dit dans mes propos d'introduction, que la société brandisse la tête pour que les futurs candidats au meurtre, ils lisent l'avenir et reculent. Mais si, 2 jours après, 3 jours après, ces vandales qui ont sémé la zizanie, qui ont sémé la panique, se retrouvent en liberté, c'est un message qu'on lance aux autres pour dire nous sommes dans une république bananière, nous sommes dans une république où des individus peuvent se permettre de défier. Vous revenez toujours en politique, vous voyez. Justement, je ne peux pas y échapper. Je ne refuse pas, monsieur Sémé, je reviens à la politique tout en restant sous l'angle purement des destins communs. Parce que j'ai cru entendre, voilà, ou peut-être monsieur Maître Kenyé voudrait jeter la responsabilité entière sur le gouvernement, sur l'État camerounais. Mais quand je parle de l'État, je ne manquerai pas de dire que c'est vous, c'est nous. Bref,
l'heure est venue que nous comprenions que sur le plan purement éducationnel, notre pays est en danger. En danger parce que nous autres parents, nous avons quelque part démissionné. Nous laissons nos enfants agir avec une violence inouïe. Nous autres qui sommes enseignants, nous vivons ce phénomène au quotidien, ce phénomène de retour qui prend l'ampleur dans les établissements. Quand on les décrit, que font les hautes autorités? Voilà. C'est un silence absolu. Et je pense qu'il est l'heure aujourd'hui que nous puissions penser, plus que jamais, que tous ceux qui peuvent prendre sur eux la responsabilité de défier les lois doivent répondre de leurs actes. Parce que partir de loin pour aller s'aimer la zizanie en Ndokoti et rentrer bellement, en toute sécurité, tranquillement, dans son carcan de vandalisme, c'est dire que, quelque part, nous avons tous démissionné. Jean Semé, je vous pose la même question. Est-ce qu'on a eu tort, hein, M. Mbagangele a eu tort de démanteler le dispositif au niveau de Ndokoti? Et même, il y avait la gendarmerie aussi. Est-ce que si on continue à avoir la présence et des gendarmes et des policiers au niveau de Ndokoti, est-ce qu'on aurait eu ce qu'on a eu hier au niveau de Ndokoti? Vous avez bien fait de le préciser, il n'y avait pas que la police qui était déployée sur le terrain. La gendarmerie aussi. Dans le cadre des marches du 22 septembre 2020. Je crois que les deux événements n'ont pas la même nature, même s'il s'agit globalement de la sécurité publique. Il y avait un événement, je sais, monsieur Seda n'aime pas trop le mot politique, il y avait un événement, une dissuasion sécurité qui avait trait à un événement politique. Et les ordres étaient précis. Oui. Nous avons vu ce déploiement impressionnant de personnes, de gendarmes cagoulés, avec des gens qu'on voit seulement dans les films. On les a vus. Et il y a un autre phénomène imprévisible. Je pèse mes mots. C'est un phénomène imprévisible parce que on ne l'attendait pas du tout. Or, avec la marche du 22 septembre, il y avait déjà des indicateurs qui disaient qu'il y allait avoir telle marche et on a riposté en prévision. Or, avec nos amis les microbes, il n'y avait aucun indicateur, même si c'est un phénomène que nous avons déjà connu. Ils sont sortis de nulle part et ont envahi les rues. Donc, je pense que si ce ne sont pas des phénomènes de même nature, et l'ordre même qui a été donné pour la marche du 22 était un ordre ponctuel. Et vous voyez, ils ne dorment pas là. Ils ne passent pas la journée là, ils ne passent pas la nuit là. Ils arrivent à une certaine heure, ils lèvent le camp et s'en vont. À la moindre rumeur, ils réapparaissent. Alors que le phénomène d'hier, c'était juste un phénomène où il n'y avait pas d'indicateur, il n'y avait pas de fumée, afin que soit mis sur pied un dispositif. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, monsieur Seda, en convoquant les parents. Les parents, vous êtes un enseignant, je sais que les parents vous tiennent à cœur. Ça nous ramène à la communauté éducative. Et quand vous parlez des parents, en ce qui concerne la sécurité, on pourrait également parler de la communauté sécuritaire. Et ça revient à ce que, comme à la communauté éducative, on y inclut le rôle des parents, on y inclut le rôle de la communauté, le rôle de la société et après, le rôle de l'État. C'est extrêmement important. Et je crois que dans plusieurs quartiers de la ville de Douala aujourd'hui, on a ces groupes d'autodéfense. Ce ne sont pas les communautés qui prennent en charge la sécurité, mais c'est les quartiers. Je me suis baladé il y a quelques jours du côté de Bepanda. Je me suis rendu compte que dans une rue de quartier, il y avait un checkpoint. C'est soit un fil ou alors voilà, un checkpoint. Et je me suis renseigné, j'ai la curiosité du journaliste, et je me suis renseigné parce que Bepanda est souvent taxé d'un quartier très insécure. Difficile. Et je me suis renseigné en demandant, bon écoutez, nous sommes à Bepanda, moi j'ai très peur de venir ici, mais là où on va là, est-ce qu'on agresse par là-bas? Ils m'ont dit non. Ici, on n'agresse pas parce que les populations sont elles-mêmes organisées pour parer à toute éventualité. Donc, ça nous renvoie à ce que, comme dans le monde de l'éducation, on peut s'organiser également à ce qui concerne la sécurité afin que les parents jouent leur rôle, la société également prenne toutes les mesures pour que on n'arrive pas à être envahi par ces microbes parce que ces microbes, ces agents pathogènes sortent des familles, bien évidemment. Ils sortent des familles et si ils sortent des familles avec des gourdins, ça veut dire que c'est tellement le parent a failli à son éducation. Donc vous avez dégagé quelque chose de pertinent et j'espère que ceux qui nous écoutent, soit du côté de Douala, soit du côté de Yaoundé, prendront en compte le fait qu'il faut penser à, pourquoi pas, élaborer des sortes de communautés sécuritaires afin qu'on évite ce spectacle qu'on a vu hier.
Voilà, le spectacle qu'on a vu hier, on peut le revoir à travers les caméras de surveillance, non, Maître Fabien Keïe. Qui ont été naturellement implantés dans tous les points névralgiques de la ville. Et depuis vous dites, Serge Alain, que les caméras que vous voyez ne sont pas le fait du hasard. Oui. Ça fait partie, ce sont les résultats des sciences criminogènes. Même l'éclairage public. Oui. Ça fait partie des sciences de la criminologie. Et ça me permet d'abonder sur une autre grille de lecture de ce phénomène. Je voudrais que les gens sachent qu'en réalité, nous sommes là dans le cadre de l'infraction de vol à arme blanche. Oui. Cette infraction, sur le plan de la criminologie, est une infraction de misère. C'est-à-dire que quoi? C'est parce qu'on ne peut procéder autrement. Je vous le dis en tant que peut-être apprenti criminologue. Oui. Moi, j'ai fait de la criminologie. On la range dans le cadre des infractions de misère. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de moyens pour se nourrir, qui veulent s'en approprier par la violence, par la force. Ça fait partie du vol. Et lorsque j'ai eu dit misère, voyez-vous, vous n'allez pas me démentir qu'il y a longtemps, la population ne vivait pas ce type de misère. Et c'est là où j'en viens toujours à la défaillance des dirigeants. Vous faites bien de dire que l'État, c'est vous, c'est moi. Mais l'État acte à travers les actes des gouvernants. Les faits sociaux sont têtus et parfois la nature est implacable et nous révèle des choses inimaginables. Alors nous parlons là, le quartier Santa Barbara à Yaoundé est miné, ce qu'on appelle dans le langage militaire. Il y a un tel déploiement de force, d'appareils militaires qu'on n'a jamais presque vu nulle part au Cameroun. Je me suis amusé à me dire que la présidente de la République du Cameroun se retrouve désormais à Santa Barbara autour du domicile de son excellent le brillantissime professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun. À mon sens, si ce déploiement-là avait été affecté un tout petit peu, ou ne serait-ce que le 10e, n'est-ce pas? On ne peut pas demander que chaque citoyen, ou bien que derrière chaque citoyen, il y ait un gendarme. Mais ce sont des politiques d'anticipation sur le plan de la sécurité qui font en sorte que cela n'arrive pas. Donc, c'est, sans parler de politique, j'ai fait une lecture, c'est une analogie, c'est une logique, une pure logique. C'est une pure logique. Il n'y a rien qui ne soit pas politique. Vous avez même trop parlé de la politique. Tout ce que nous faisons ici, c'est de la politique. Nos gouvernants tiennent, leurs ressources, c'est quoi? Ils ne vivent que de la politique pour nous embrouiller. Ils nous promettent ce qu'ils ne font pas et font ce qu'ils n'ont jamais promis. N'est-ce pas? Donc, vous avez posé la question de savoir si le même déploiement qu'on a vu le 22 avait été maintenu au carrefour de Koti. Est-ce qu'on aurait eu ce genre de... Cela va de soi qu'on n'aurait pas eu ce genre de phénomène. Mais on ne peut pas demander à l'État de le faire. Et paradoxalement, à l'heure où nous parlons là, Serge Alain, nous avons de nombreux parents qui sont encore plantés autour du domicile de son excellent le professeur Maurice Kamto. Depuis la rentrée scolaire, je ne sais même pas si les enfants vont déjà à l'école. J'appelle ça le détournement de pouvoir parce que ça ne sert à rien. Il faut se dire ce genre de vérité. C'est parce que ces populations souffrent. Rien ne peut justifier un crime. Ça peut peut-être être excusé. Donc pour moi, je m'attelle, je dis, c'est la différence du système, c'est la différence des politiques. Il faut un tout petit peu que ceux qui nous gouvernent dégagent le plancher et qu'ils laissent quelqu'un d'autre voir comment il peut procéder autrement. Parce que nous sommes dans le fond du trou depuis pratiquement 38 ans aujourd'hui. Okay. Je ne fais pas de la politique en lui disant, je constate. Ce phénomène n'existait pas avant 82. Quand j'ai pu parler de vol, vous avez constaté qu'avant 82, il était impossible pour quelqu'un, pour les bandits surtout, puisqu'ils ont évolué. Même en criminologie, ça évolue. Avant, vous pouviez laisser votre maison, vous balader, vous rentrer et entrer là tranquillement. Aujourd'hui, chacun se met dans le bunker. C'est un problème de sécurité. Et quand on le constate, il faut bien se le dire que c'est parce que l'État a failli. Quand je dis l'État, c'est à travers nos gouvernants, c'est pas vous, c'est pas moi. Parce que vous n'emportez aucune responsabilité individuelle. Mais dans la responsabilité collective, même fut-il usurpateur, gouverneur usurpateur, ils vous diront que c'est vous qui les avez choisis. C'est à ce moment qu'on peut partager une part de responsabilité. Mais individuel, non. Omer Seda, tel que les choses sont parties là, vous pensez que c'était le dernier coup de la part de ces jeunes-là? Comment faire pour que ça n'arrive plus? Voilà. Si ce n'était pas le premier coup, ça ne saurait être le dernier coup. Oui. Ça veut dire que ce phénomène s'est installé depuis belle lurette, contrairement à certains propos qui laissent croire que c'est un phénomène nouveau. Non. Je l'ai tantôt dit, il y a une dizaine d'années,
les jeunes élèves avaient déjà en esprit cette volonté de pouvoir défier l'autorité administrative si nous restons dans le cadre ils sont allés jusqu'à prendre des enseignants pendant cette période. Mais quelle a été donc la réaction du politique? C'est là mon problème. Parce que ce phénomène doit affecter la société camerounaise dans son ensemble si rien n'est fait. Et c'est justement pour cette raison que du moment où nous sommes en train de parler, M. Serge Alain-Outou, qu'est-ce qui prouve que ces microbes ne sont pas en train de s'aimer la panique dans un autre coin de la ville? Il ne suffit pas de dire que ces vandales sont des microbes, il ne suffit pas de dire qu'il y a eu dysfonctionnement au niveau des caméras, du système, il ne suffit pas de dire qu'il y a eu laxisme de la part de nos forces de maintien de l'ordre, mais il suffit de se poser la question simple. Que faisons-nous face à ce phénomène qui prend de l'ampleur? Il faut donc mettre sur la table la nécessité de repenser une communauté sécuritaire, comme l'a si bien dit M. Sémé. Et penser à cette communauté, c'est oublier un tant soit peu son bord politique. Et se dire, comme nous l'avons tous dit ici, tout le monde fuyait, indépendamment de notre bord. Cela étant dit, je pense que... formule, hein. Exactement. Même le journaliste je pense que pour être sérieux, il est temps pour nous de comprendre que les petites conneries de nos enfants que nous cachons, les haïssements mesquins, violents, des enfants que nous autres parents, nous cachons. Parce que quand ces enfants sont mis aux arrêts, M. Serge Alain-Outou, je vous dis, les parents sont les premières personnes à faire des pieds de grue dans des commissariats pour négocier leur libération. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème. On ne peut pas arrêter des gens qui ont commis des actes d'une telle gravité et les mettre en liberté quelques jours après. C'est un message qu'on envoie aux autres jeunes pour dire, ici, c'est la loi du ghetto. C'est le territoire du laisser-aller. Et on ne peut pas bâtir une nation avec cet état d'esprit. Raison pour laquelle j'insiste, même si j'ai tendance à me répéter, nous avons l'extrême devoir de pouvoir dire que les membres du gouvernement, l'opposition camerounaise, les parents, les enseignants, nous avons l'obligation de construire une nation commune. Nous avons l'obligation de nous placer au-dessus de nos divergences et nous dire, voilà le bateau en train de couler. Au-delà de voir la responsabilité des autres, c'est de pouvoir voir nos propres responsabilités. Moi, je suis comptable de cette situation. Parce qu'au conseil de discipline, M. Serge Alain-Outou, si je vais sortir un peu du chemin pour me faire comprendre avec aisance, il arrive que des enfants, des élèves, des apprenants qui ont cet instinct violent, qui se manifestent par cet instinct de violence, qui ont des lames de rasoir par devers eux. Par moment, nous autres enseignants, il nous arrive d'avoir le cœur mou et de dire non, il faut pardonner. Et c'est ce pardon léger, c'est cette légèreté dans le pardon, si vous me permettez la répétition, qui fait croire à ces jeunes qu'il n'y a pas une peur à se faire que de prendre les armes blanches et circuler dans toute la ville, s'aimer la panique. Pour eux, ils deviennent même des héros. Et tant que on ne va pas brandir leur tête, comme je l'ai dit, on ne va pas couper les têtes, c'est pas violent quand même, j'espère. C'est une façon de dire que ces jeunes, au moment où nous parlons, devraient être mis aux arrêts. Les caméras de surveillance ne peuvent pas résoudre ce problème. Il est temps que le renseignement permette d'aller extirper ces jeunes partout où ils se trouvent. Si je peux me permettre maintenant peut-être de rentrer en politique, tout en restant assez objectif, c'est de dire que véritablement le MRC, le RDPC devrait comprendre aujourd'hui que la sécurité commence par la famille. On ne doit pas transposer le débat sur la construction d'une nation, sur la sécurité d'une nation, sur l'angle politique. Parce que M. Kenya, en parlant de ces forces de défense, ou je ne sais pas, les gens qui sont aux alentours du domicile de M. Kamto, c'est pour cette raison que je dis, M. Kamto, le MRC, le RDPC, M. Biya, si je me permets, hein, de façon modeste de le dire ainsi, c'est un problème. Ça veut dire que vous cristallisez le regard sous l'angle politique en oubliant le côté purement social de la chose, le côté sociologique, si on me permet même, en nous disant simplement que si les forces de l'ordre sont là
au service du politique, la sécurité ne pourra jamais atteindre sa vitesse de croisière dans une nation. Pour cela, je dis tout modestement, oublions nos querelles un temps soit peu et disons-nous ce qui s'est produit en Ndokoti, plus jamais ça. Et dire que plus jamais ça, c'est de comprendre que nous autres parents, nous sommes appelés à dénoncer les attitudes de nos enfants. Nous n'allons pas être les protecteurs des vandales. Je voudrais aussi dire que la police camerounaise devrait comprendre. Je l'ai tantôt dit et j'ai dit qu'il n'y a pas de peur à le dire parce que nous sommes en famille dans une certaine mesure. Il y a un concubinage incestueux, M. Serge Alonto. Le dire, ce n'est pas jeter fondamentalement le propre sur la police camerounaise. Non, non, il y a des brigands. Il y a des brigands policiers. Hein. Justement, pas tout le monde, je le dis. Je dis qu'il y a des brigands de renom dans cette ville qui sont, à la limite, je dirais, des amis très très poussés des hauts gradés des forces de maintien de l'ordre. Et comment est-ce qu'on pourrait donc arriver à une véritable société où la sécurité doit être une primeur quand ceux qui sont supposés réprimer sont plutôt ceux qui protègent? Voilà. Serge Alain. Oui. Je voudrais dire que je ne remettrai pas en cause ce que mon copanéliste, M. Seda, Omer oui, Omer Seda. Mais je dois vous avouer que, en ce qui concerne la responsabilité des parents, même les parents de Al Capone, le bandit le plus bien réputé, n'aurait pas souhaité Pablo Escobar. Pablo Escobar, entre autres, n'aurait jamais souhaité que leurs enfants, Monsieur Kenny, avec permission, je vous coupe pas s'il vous plaît, mais c'est justement là le problème. Parce que si le parent de Al Capote, permettez-moi, si le parent de Al Capote permettez-moi, c'est avec trop d'émotion, peut se permettre de prendre la défense de son fils, sa progéniture. Non, là j'évoquais l'humanisme. Le protéger. C'est l'instinct naturel. Cet instinct naturel devrait poser sur la table la nécessité de l'instinct collectif de protéger la société. Parce que si vous protégez votre fils, alors, du moment où vous protégez votre fils, vous mettez les fils des autres en danger. Et vous ne pouvez pas protéger votre fils et demander qu'il y ait sécurité quand vous le protégez. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je voulais passer par là pour vous dire, n'est-ce pas? Moi, je dis que c'est la défaillance des gouvernants. Je vais vous expliquer. Non, M. Kenny. C'est mon opinion. S'il vous plaît. Ce n'est pas un jeu de ping-pong. Je vous ai dit, moi, je fais de la criminologie. Je vais vous expliquer un fait social simple. Vous savez, vous connaissez par exemple la loi qui réprime le terrorisme au Cameroun, n'est-ce pas? Cette loi avait été prise pour juguler quel phénomène criminel? Le terrorisme contre Boko Haram. Est-ce que vous savez que cette loi-là s'utilise aujourd'hui pour mater les Camerounais qui marchent à main nue? Cela voudrait dire quoi? Qu'un Boko Haram, on peut le comparer aujourd'hui à quelqu'un qui marche aux mains nues. Quand je prends l'exemple qui nous concerne aujourd'hui, voyez-vous, je ne voudrais pas les appeler micros. Pour moi, l'homme est sacré, peu importe même dans sa plus grande criminalité, n'est-ce pas? Ces personnes sont libres. Beaucoup parmi eux-mêmes peuvent être visibles, même par vous là. Si vous sortez d'ici, ils peuvent vous les montrer, les voilà. Ils sont sur le boulevard de la Liberté. Cependant, ces personnes sont libres, protégées par l'État, n'est-ce pas, par nos forces de l'ordre. Alors, et surtout... Non, c'est justement là le problème. C'est extrêmement grave. Nous dites des choses graves. Non, ce que l'État, c'est que ces personnes-là... Il y a des défaillances, comme vous disiez. Il y a des défaillances. Accepter qu'il y a des défaillances, mais ne dites pas que... Bon, non, inquiétez pas, nous, si vous voulez utiliser cette expression, je dis ce que j'ai dit. Le juriste est rigoureux dans ces mots. Ces personnes sont là, non inquiétées par nos forces de l'ordre, n'est-ce pas? Cependant que vous avez des paisibles citoyens, des pères de famille, qui vont pouvoir avoir tout simplement marché. Je voulais dire que quoi? Que l'État n'accomplit pas sa mission. Il faillit à ses missions régaliennes. Donc, la sécurité, c'est-à-dire la protection des personnes et des biens. Le fait de banaliser les infractions, c'est-à-dire de les dépénaliser, vous comprenez, faut en sorte que lorsque ces gars-là agissent, et que même ces vols ne sont pas inquiétés, alors que des gens qui n'ont rien fait sont en prison, ces personnes en viennent à se dire que c'est tout à fait normal qu'elles agissent ainsi. Et la responsabilité, à qui incombe la principale responsabilité? Il va de soi que ce sont nos politiques, nos gouvernants. Donc c'est le fait de banaliser ces actes-là, de les laisser faire, qui en vient à ce que cette personne se croit autorisée. Or, si nous anticipions comme vous l'avez dit, on n'en serait pas arrivé là. Tout à fait. Pour vous dire que la responsabilité n'incombe pas seulement aux parents. Et sur ce point, vous dites qu'un parent ne souhaiterait pas. Tout à fait. Un parent ne demanderait pas qu'on coupe la tête à son fils, tant bien même la loi le condamnerait à la peine de mort. C'est ce que j'ai voulu expliquer, tout simplement. Ok, Jean Semé, comment faire donc pour éviter ce qui s'est passé
pour que ça ne se reproduise plus? Alors, vous me posez une question colle. Comment faire pour éviter? D'abord, j'aimerais dire que la question insécuritaire est atemporelle. Oui. Elle n'a pas d'époque. Il n'y a pas une insécurité qui a le visage du président Idjo. Il n'y a pas une autre insécurité qui a le visage du président Biya, ni même de Maurice Kamto. Donc, ça n'a pas d'époque. Comment faire pour juguler le phénomène? Je vais revenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le renseignement prévisionnel. Je crois que c'est très important et tous les grands criminologues que nous avons consultés nous disent que le système sécuritaire d'un pays, le renseignement prévisionnel est extrêmement important. Je vais encore revenir sur la capacité d'anticiper. Si on anticipe, par exemple, sur... à une époque, il y avait ce qu'on appelait des rafles. Je crois que ça existe encore. Oui, ça existe. Lorsqu'on avait un indicateur probant sur une poche d'insécurité quelque part, on raflait. On bouclait tout. On bouclait un périmètre, on fait tout le monde, etc., etc. Et même vous qui n'aviez pas une carte d'identité, qui vous maladie là, on vous prenait. Et pourquoi ne pas intensifier ce type d'action publique dans les quartiers? Ce ne sont pas tous les quartiers qui sont criminogènes, dans les quartiers qui sont réputés être des quartiers dangereux. Je crois qu'on aurait au moins gagné à ce que le spectacle d'hier ne survienne pas. Mais je crois également qu'il y a un problème de... Et nous sommes tous d'accord là-dessus, il y a un problème de ressources humaines de la police. Il y a un problème de ressources humaines et M. Sedala signifiait... Elle les oriente ailleurs. Tout à l'heure... Non, je ne vais pas utiliser vos mots. Les forces de l'ordre orientent leurs ressources ailleurs. Il y a un problème de ressources humaines. Et d'abord, la ressource humaine de la police est bien formée. Elle est supposée être bien formée. Mais lorsqu'elles arrivent sur le terrain, on se rend compte qu'elles font face à certaines réalités qui font qu'elles oublient très vite ce pourquoi elles ont été formées. Et M. Sedela l'a relevé tout à l'heure. Nous avons également un problème de moyens. On a parlé des caméras, mais il y a une logistique impressionnante qui est affectée à la police. Vous savez, la notion d'ordre public renferme la sécurité publique, la sûreté publique, la salubrité publique et la tranquillité publique. Et pour tout cela, l'État a mis les moyens à la disposition des forces de l'ordre pour mener à bien leurs tâches. Mais on se rend compte qu'avec ces moyens même, ils n'arrivent pas à juguler certains phénomènes qui existent depuis, et même les phénomènes nouveaux comme celui auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc je crois que c'est un peu de tout cela. Il y a l'anticipation, il y a la prévision, mais il y a le bon usage également de la ressource humaine et des moyens qui sont mis à la disposition de nos forces de l'ordre. Voilà, Maître Kenyé, je reviens à vous. Pour vous, est-ce que c'était le dernier mauvais épisode? Non, cela va de soi. Je vous ai dit, ça n'a atteint que son pic. Cela se vit au quotidien. Celui qui n'a pas été victime des agressions de ces gars n'est pas du tout habitant aussi. Non, là, vous parlez de la ville des actes isolés, on va le dire ainsi. Mais hier, c'était une bande. Ça commence par un individu. Les bandes se constituent comment? Quand un phénomène s'écrée, n'est-ce pas? Les gens en prennent goût. Et les groupes se constituent. Si vous allez autour de Liberman, oui, et que vous avez les enfants là-bas, ils vous auront certainement dit que chaque fois qu'ils sortent, ils sont taxés. C'est l'expression. Oui. C'est-à-dire les voyous du matin au soir, ils sont autour des élèves à les renseigner à l'entrée comme à la sortie de l'école. Moi, j'ai été déjà victime de plus d'une fois vers mon bureau que je ne vous ai pas indiqué sur ce plateau. J'ai été accosté par plus d'une fois par deux gens qui sont venus violemment me demander de leur donner de l'argent. Vous imaginez? Parce que tous sont souvent violents. Ils sont toujours violents. Ils commencent par vous parler de ce moment. Quand vous ne réalisez pas, ils vous montrent discrètement l'arme blanche, le rasoir. Si vous n'avez pas un tout petit peu de couilles, naturellement, vous allez céder et peut-être leur donner votre sac. Donc c'est un phénomène récurrent. Je crois qu'il a atteint son pic et nous sommes unanimes pour dire que l'État devrait prendre, ou nos gouvernants devraient prendre des dispositions pour y mettre un terme. Voilà. Et je dois vous avouer, n'allez pas surtout penser que j'en ai après les forces de l'ordre. J'ai beaucoup plus d'un ami. J'ai beaucoup plus d'un ami là-dedans. Je crois que si j'étais leur adversaire, nous ne travaillons pas. Ils font partie de mes terrains de prédilection où j'exerce mon métier d'avocat. Mais je me dois d'attirer l'attention. Et surtout, pris individuellement, ils n'ont aucun problème. Mais c'est dans les politiques
que leurs agissements ou que leurs actions posent de réels problèmes. Quand vous avez dit tout à l'heure qu'on oriente les moyens de l'État pour combattre des gens qui n'ont rien à voir avec la dangerosité, avec la sécurité, au lieu de les orienter vers ces délinquants qu'on décrit aujourd'hui, est-ce que cela est normal? Il faut le dire sans faire de la politique. Cela va de soi. Donc, il est temps. Je crois que chaque fois qu'Equinox s'exprime, tout le pays est en branle. Okay. J'espère qu'il nous écoute. Et je suis sûr que la Jamaïque prendra la disposition, mais qu'il ne pense pas. Voilà, merci. On revient après le journal parce qu'elle est déjà là. Nadine Yambo, bonsoir Nadine, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain Auto, bonsoir également à vos invités. Ce soir au journal de 20h, nous parlerons de ce phénomène d'insécurité qui va grandissant dans la capitale économique Douala et qui fait d'ailleurs perdre le sommeil aux habitants de la capitale économique. Hier, un groupe de jeunes malfrats, près d'une trentaine environ, ont donc pris d'assaut plusieurs quartiers, semant ainsi la terreur. Il faut également préciser qu'ils étaient armés de machettes, couteaux et même lames de rasoir. Ils ont agressé des passants et dévalisé des boutiques en signe de représailles après la mort d'un des leurs. Nous évoquerons également la sortie du gouvernement américain. La représentation diplomatique au Cameroun balaie d'un revers de la main des allégations relayées par des journaux faisant état d'une prétendue intention du gouvernement américain, notamment d'effectuer une intervention militaire au Cameroun. Le communiqué a été rendu dans le public ce jour. Nous reviendrons également sur ce nouveau scandale au concours d'entrée à l'ENAM. Des candidats n'ayant pas pris part à l'examen ont été déclarés admis. Il faut également signaler que le mouvement 10 millions de nordistes dénonce également le non-respect du quota, notamment de 30%, notamment destiné aux septentrions. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, ce sera dans l'essentiel du 20h de Nadine Yambo. Quant à nous, on se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Tout de suite donc, dans quelques instants, comme je l'ai dit, ce sera le 20h avec Nadine Yambo, comme tous les vendredis. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie de maître Fabien Keigné. Il est là sur ce plateau également, Georges Sémé et Omer Seda. Omer Seda, j'ai appelé ça l'affaire dans l'affaire, parce qu'il y a déjà une affaire des résultats, voilà, et il y a cette affaire qui, chacun va donner le qualificatif qui lui tient. Amadou Yaya, né en 90, il compose normalement, on parle du cycle A, administration générale, admissible, mais pour les oraux, il y a un autre Amadou Yaya qui fait son apparition, qui n'a pas composé, nous dit-on, né en 93. Le résultat définitif, c'est Amadou Yaya, né en 93, qui est définitivement déclaré admis. Vous voyez à quel point je suis gêné, M. Serge Alain Auto. J'avais trop de peine que je prenne la parole par rapport à cette situation parce que, si vous me permettez, je ne vais pas faire là un cours de classification de l'importance des écoles. Je voudrais rappeler que l'ENAM, École nationale de l'administration et de la magistrature, comporte là deux mots fondamentalement importants dans la construction de notre pays. Administration. Cela suppose que ceux qui ont la charge d'administrer notre pays y passent. Magistrature voudrait déjà dire que la justice, la construction d'une république égalitaire, les pionniers de cette action passent par l'ENAM. Et quand cette école est le théâtre des situations macabres comme celle dont vous venez de faire mention, je suis véritablement estomaqué. Estomaqué parce que j'ai pu lire à travers le reportage un journal qui a pu titrer ENAM à quand la fin des scandales. Ça veut dire que c'est un scandale qui vient s'ajouter à d'autres scandales. Monsieur Serge Alain Auto, il ne me reste qu'à me poser la question de savoir quel pays voulons-nous construire quand le ridicule est érigé en valeur? Quel pays voulons-nous construire quand le mérite a foutu son camp?
j'ai cru savoir qu'avec l'arrivée d'un jeune à l'ENAM, cette école allait retrouver ses lettres de noblesse. Mais depuis ces dernières années, il ne manque plus que des larmes pour dire que l'élite administrative de notre pays qui passe par l'ENAM doit soigner cette image. Soigner cette image, c'est de tout faire pour que l'accès à cette école soit basé purement et simplement sur la notion de mérite, parce que ceux qui entrent auront ou ont même déjà la responsabilité de présider aux destinées de toutes les populations. Et quant à ce pauvre Camerounais de plus qui vient s'ajouter à la liste des jeunes frustrés, je vais simplement dire, il est temps de nous dire qu'une nouvelle république doit être construite. Nouvelle république. Jean Sémé, pour vous, l'ENAM 2020, les résultats, quel commentaire? Alors, je parlerai Comment ici... vous vous sentez déjà? Je suis tout aussi scandalisé que mon copanéliste, monsieur Omer Sada, excusez-moi. Tout simplement parce que tout à l'heure, vous convoquiez la une d'un journal, c'est Émergence. Émergence qui titrait ce vendredi, Grandes écoles, à quand la fin du scandale? C'est en droite ligne avec le mélodrame que l'on vit dans cette grande école du Cameroun. Ce n'est pas la première fois, autant pour l'insécurité dont on parlait tout à l'heure, le phénomène d'inégalité ou bien d'iniquité à l'ENAM, ce n'est pas la première fois. On a vécu ça, on a vécu en 2019, 2018, 2015, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est un phénomène qui perdure. Et on a cru que, avec l'arrivée d'un jeune qui a aujourd'hui 37 ans, en 2018 à la tête de cet établissement scolaire, de cet établissement, on a cru fonder beaucoup d'espoir sur la qualité managériale ou alors la nouveauté managériale qu'il aurait pu apporter. Mais malheureusement, il est en train de faire pire que ses prédécesseurs. Donc, je pense que je suis scandalisé. Et on a le droit de se poser de multiples questions. Ajouter à celles que vous êtes posées tout à l'heure, est-ce que l'ENAM, est-ce que ceux qui accèdent, qui admettent à l'ENAM le sont sur la base du critère du mérite, j'allais dire de la méritocratie? Est-ce qu'on évalue le candidat intellectuel? Est-ce qu'on évalue son niveau? Ou alors, c'est tout simplement une évaluation de copains, une évaluation du tribu ou une évaluation familiale? Mais lorsqu'on jette un regard sur les listes qui sont publiées, qui ont été publiées il y a quelques jours, je crois que on a le droit de s'inquiéter pour l'avenir de notre intelligentsia. On a le droit de s'inquiéter sur les fondements même des grandes écoles de notre pays. Je pense seulement les grandes écoles, sachant que les universités également sont des grandes écoles. Mais il y a des grandes écoles qui sont détachées de nos universités, qui affichent aujourd'hui un visage incroyable où il y a de la corruption, il y a du copinage, il y a de la famille qui s'incruste. Avec ce qu'on a vu aujourd'hui à l'ENAM, je crois que je perds mon latin. Je suis extrêmement déçu en tant que Camerounais. Je suis davantage déçu en qualité de journaliste parce que c'est une actualité extrêmement difficile à recouper. Et on espère que il y aura une communication précise là-dessus afin qu'on nous dévoile enfin les critères sur lesquels sont adossés les résultats du concours dans les grandes écoles du pays. Il ne s'agit pas seulement de l'ENAM, mais il y a plusieurs grandes écoles qui sombrent également dans les mêmes tas. Et on espère qu'il y aura une communication franche et précise et objective afin qu'on nous donne tous les détails sur les résultats qu'on affiche aujourd'hui. Maître Fabien Kenyé, est-ce que vous avez comme l'impression que, comme certains, pensent que l'ENAM aujourd'hui, on vole de scandale en scandale? On est un peu sourd face au scandale de ce côté-là. Est-ce que c'est une espèce de course, celui qui aura fait le plus de scandales, un directeur vient, il y a un scandale, un autre vient. C'est comme ça que ça se passe là-bas? Les directeurs n'apprennent pas des erreurs, entre guillemets, de leurs prédécesseurs? Je viens quand même interpeller, vous me voyez sourire parce que ces scandales sont devenus tellement répétitifs et grotesques que pour se préserver, il vaut mieux Henri, Serge Alain. Je crois qu'avec le renouveau, nous avons inventé une autre forme de génie. Vous pouvez faire les statistiques
Je crois que sur vos plateaux de télévision ou dans votre chaîne, on a souvent célébré les génies au Cameroun. C'est-à-dire les premiers bacheliers, les gens qui ont excellé, qui ont les meilleures mentions, les meilleures notes à l'issue de chaque année scolaire. Oui. Si vous prenez sur les 10 dernières années, tous les 10 premiers là, vous ne les verrez pas à l'ENAM, vous ne les verrez pas à l'EMIA, vous ne les verrez pas à la police. Cependant, ces génies du renouveau là, ils ne réussissent aucun concours international. Vous ne les verrez pas à l'école polytechnique, parce que là-bas ça frappe fort. Je ne comprends pas qu'un État puisse en arriver à ériger la cancrétude en modèle. C'est un scandale. Pour le cas présent, pour ce dernier scandale, tout au moins nous avons des vivants, un vivant qui a pris la place d'un vivant. Il ne nous échappe pas que nous, sur ce plateau de jour, on avait révélé des candidats qui étaient même morts, qui étaient difficilement admis. J'ai suivi en venant ici, je crois que c'est dans les commentaires de ce scandale, qui aurait quelqu'un même qui, après avoir composé à la fin des résultats, je ne sais, à tout hasard, a constaté que ses copies n'avaient pas été corrigées. Je me demande, voyez-vous, Serge Alain, j'ai comme impression que dans cette république, certaines personnes ont décidé de s'accaparer tous les leviers de l'État. Et c'est autour de ces leviers de l'État que vous allez retrouver leurs enfants. Je dis bien à l'international, ces génies de renouveau là, ils ne réussissent aucun concours. Cela se voit. Et malheureusement, depuis pratiquement 20 ans ou 38 ans qu'on décrit ce genre de favoritisme, ce genre de népotisme qui a déjà été sanctionné. Ce sont des faits réels. Vous avez par exemple, malheureusement, on vous dit que 11 personnes ont composé. Et que parmi ces 11 personnes, il y a 9 autres qui ont réussi. Il y a 2 autres qui sont sur la liste d'attente. À quoi cela sert-il même encore de faire des concours ici au pays? Si vous êtes dans les grands instituts scolaires du Cameroun, je ne vais pas vous prendre par exemple le cas de Liberman. Allez vous renseigner auprès de la direction. C'est par là, c'est dans les établissements comme Jean Tavi Marassa, ils sont en publicité. Vote à Yaoundé. Nous avons parfois les élèves qui sortent là, ils ont les premiers, c'est pratiquement dans ces écoles que nous avons les bacheliers qui ont les meilleures notes. Mais aucun de vous n'allez retrouver à l'ENAM. Aucun de vous n'allez retrouver à l'EMIA. Aucun de vous ne retrouver à la police. Où est-ce que ces personnes partent? Mais ces personnes partent à l'étranger. L'État chasse ses cerveaux pour développer le pays avec des cancres qui n'agissent qu'avec de la corruption. Je vais vous raconter une anecdote. Ça me fait mal de le dire. Mon fils a eu le bac, il a dit papa, et il excellait même, c'est sans vantardise. Il m'a dit papa, je ne comprends pas comment. Il a même pratiquement réussi tous les concours où il s'est présenté. Il m'a dit il reste pas ici au pays. Il m'a dit il ne comprend pas comment les gens peuvent batailler que les constructeurs du pays viennent. Ça c'est une réalité, hein. Qu'ils viennent des écoles polytechniques. Ce sont eux qui travaillent dur. Mais pour le simple fait que quelqu'un ait la signature, il parle des administrateurs. Il ne comprend pas comment ces personnes, que ce soit ces personnes qui soient mises au devant de la scène. Je crois qu'il faut repenser cette société. Et pour la repenser, j'avais déjà eu à le dire ici, le renouveau, je veux dire le RDPC, est un cancer social. Le Cameroun ne peut pas se réinventer. Alors nous nous retrouvons, si nous ne dessouchons pas le renouveau. Parce que tout ce scandale dont on parle là, ce sont des enfants du renouveau. Il fait autrefois, mais puisque c'est toutes ces personnes qui nous dirigent aujourd'hui, leurs parents n'étaient pas au cadre de l'administration publique, n'étaient pas des ministres. C'est sur le mérite que ces personnes, ces personnes ont-elles été aussi performantes et fabriqué des cancres? C'est scandaleux, ça voudrait dire qu'ils sont faillis à leur mission. Plutôt que de donner les conditions, de mettre les conditions suffisantes pour pouvoir instruire leurs enfants, ils préfèrent passer par des facilités, pas des passe-droits. Donc le génie de ces génies-là se nourrissent aujourd'hui de l'eau, des réseaux, du favoritisme, des liens familiaux et autres. Mais que ces personnes soient sûres, quoi qu'il se passe, nos cerveaux qui vont à l'extérieur là, les Camerounais sont suffisamment patriotes. Ces gens reviendront, quoi qu'on fasse. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut se féliciter. Je vais rentrer dans la politique. Comme depuis le début de l'émission. Jusqu'à l'avènement
Vous n'étiez pas depuis le début de l'émission, vous parlez que si vous me permettez. Jusqu'à l'événement du MRC, avec à sa tête son excellent professeur Maurice Kamto, et ses alliés, je crois que tout le monde était à terre. Plus personne ne revendiquait rien. Et c'est l'occasion pour moi de demander à toutes les forces vives du pays, à tous celles et celles qui sont frustrées, hein, à toutes ces personnes qui sont mises au banc de la touche, de faire confiance à ce vent nouveau, à ce train de la Renaissance qui va conduire le Cameroun vers notre destin. Une vraie campagne électorale. Je ne fais pas de campagne électorale. Il n'y a pas d'élection. Serge Alain, autant nous déplorions la montée vertigineuse de ce phénomène de retour, parlant de l'insécurité, autant nous allons dénoncer cette tendance à vouloir châtellaniser, si vous me permettez l'expression, les concours au Cameroun. J'ai cru entendre parler là d'un mouvement de 10 millions de nordistes qui a procédé à une contestation. Moi je dis c'est si grave. En ma qualité d'enseignant, très modestement, dans le mouvement dit que seulement 75 candidats originaires des 3 régions ont été admis à ce concours sur les 417 Monsieur Serge, soit 17,9%. Cet adverbe que vous venez d'utiliser seulement, c'est extrêmement grave. Cela voudrait dire que l'école nationale de l'administration administrative, justement, c'est pour cette raison que moi j'ai dit, je ne vois pas, quand je refuse de parler politique, cela ne voudrait pas dire que je suis hors de la politique. Mais je voudrais simplement que nous comprenions qu'il y a des choses extrêmement graves qu'on ne devrait pas laisser passer dans la construction d'une république égalitaire, d'une nation forte. Vous hésitez? Comment? Vous hésitez? Vous voulez dire exemplaire? Mais exemplaire. Ah ok, exemplaire. Et je le dis avec tellement de passion. Allez-y. Parce que quand le mouvement 11 millions de nordistes revendique, dit avoir eu seulement. Mais vous imaginez ce que cela suppose? Cela suppose qu'un autre mouvement demain va dire il n'y a eu que seulement, et le seulement finit par installer une certaine médiocrité dans les écoles d'élite. Et je l'ai tantôt dit, l'ENAM est la vitrine de ce pays. Je ne voudrais pas sous-estimer les autres écoles, mais je veux dire que sortir de l'ENAM, être administrateur civil, suppose... Est-ce que l'ENAM devait rester la vitrine alors qu'elle traîne tant de scandales, tant de casseroles? L'ENAM devrait rester la vitrine. Avec mais elle ne l'est pas. Autant de casseroles, de trucs. Elle ne l'est pas parce qu'il y a tellement de casseroles. Oui. Et ces casseroles ne doivent pas se limiter à celles peut-être engendrées par les directeurs. Mais même ce mouvement 10 millions de nordistes qui commence à revendiquer un pourcentage des admis d'une région ou de quelques régions précises, c'est déjà un danger pour cette République. Il faudrait que nous puissions dire halte à cette façon de voir les choses. Les concours doivent être organisés sur la base du mérite. Mais s'il y a même des mécanismes pour peut-être créer une certaine harmonie entre il faut trop de finesse. On ne pourrait pas se permettre de dire que pour le concours de l'ENAM, nous n'avons eu que. C'est très dangereux. Ça, moi, je le dis en tant qu'enseignant. Ok. Jean Sémé, sur cette situation, pour vous, quel sort devrait être réservé à ces résultats 2020? D'abord, je dirais que l'ENAM porte en elle-même les germes de ces dysfonctionnements, de cet art. D'abord des tares structurels et administratifs. Souvenez-vous, il y a quelques années, il y avait un conflit ouvert entre l'ancien directeur général de l'ENAM et sa tutelle, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Michel Anjangouin, qui s'en est allé, qui est sorti du gouvernement. Et ça a donné une très mauvaise image de l'ENAM. Et à la suite, à la même année, il y a eu des résultats qui ont encore créé une énorme polémique. Et ça ressemblait comme une goutte d'eau à la polémique de 2020. Donc je pense que l'ENAM, je n'aurais pas le toupet de dire qu'il faut la refonder. L'ENAM, c'est une bonne école dans ce texte. Mais je crois que les hommes qui la dirigent sont des dirigeants problématiques. Jean Sémé, je reste sur les résultats. Laissons l'école. Sur les résultats 2020. Sur les résultats maintenant, ils sont sortis. Comme je vous ai dit, il y a l'affaire dans l'affaire. Effectivement. Amadou Yaya. Monsieur Amadou Yaya, qui
qu'il y ait une affaire subsidiaire à l'affaire principale, je pense qu'il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours textuelles qui lui donneront l'occasion de revendiquer ou alors de défendre, de faire valoir ses droits. C'est prévu par la réglementation de l'ENAM. Et il ne peut user que de ces droits-là pour faire valoir ses droits. Mais je continue de dire quand même qu'il y a des normes de dysfonctionnement qu'il faut corriger. Et je convoque la ressource humaine. Tout à l'heure, quand je parlais de la communication, qu'il faut qu'on nous clarifie, de la façon avec laquelle les résultats sont attribués ou alors les listes sont établies. Maître Fabien qui les sourit un peu, mais je pense que c'est extrêmement fondamental parce qu'il y a une sorte de nébuleuse autour des résultats de l'ENAM aujourd'hui qui nous font dire que on ne part plus sur des critères objectifs, sur des critères de mérite pour admettre à l'ENAM. L'autre aspect qui a été soulevé tout à l'heure par M. Seda, c'est ces 10 millions qui revendiquent un quota. Je crois que la société camerounaise aujourd'hui inquiète. Vous savez parler de 10 millions. Ça, c'est très politique. Mais on a d'autres regroupements identitaires qui sortent de nulle part, liés à la situation sociopolitique de notre pays, qui revendiquent non seulement une présence dans l'administration, mais qui disent qu'aujourd'hui c'est notre tour. Nous avons la Fédération des ECAN, qui disent que nous sommes au pouvoir, nous voulons le conserver. Il y a le Bami Pawa qui dit que ah non, c'est notre tour, nous sommes les plus riches, nous sommes les plus nombreux, c'est notre tour. Nous avons les 10 millions qu'on vient de citer. Qui disent que non, on a été là, on veut revenir. On a maintenant même les Sawa qui disent qu'ils sont indignés. Donc je crois que la société camerounaise est extrêmement malade et ça a des répercussions bien évidemment sur les grandes écoles aujourd'hui qui sont très vite rattrapées par ce repli identitaire, ce égoïsme communautaire qui fait qu'aujourd'hui on a des résultats qui sortent de toute objectivité. Mais te gagner ces résultats, qu'est-ce qu'on en fait? Ces gens-là, la preuve est faite par 1000. Est-ce que ces résultats sont le fruit de la fraude? Face à cette fraude, il n'y a que deux alternatives. Soit la correction est reprise par des personnes indépendantes, neutres, qui ne sont pas les membres du même jury, soit c'est annulé purement et simplement et on reprend. Je voudrais embrayer sur même ce qu'on appelle sur les revendications identitaires. Je vous assure que cette histoire qu'on appelle équilibre régional n'a aucun sens dans un pays qui voudrait se développer. Si tout le pays était développé, personne ne chercherait. Je ne pense pas que quelqu'un qui est à l'extrême nord chercherait à aller à l'ENAM qui est situé à Yaoundé pour devenir administrateur ou quoi que ce soit. Il trouverait de l'emploi pour pouvoir nourrir sa famille de part et d'autre. C'est un déficit de développement, c'est un déficit de gestion de la chose publique qui pousse à ce qu'on en vienne. Et si vous ne pouvez pas imaginer quantité de sommes que des parents déboursent parfois pour acheter, cela c'est pour acheter ces concours-là. C'est indigne d'un pays qui voudrait se développer. Et cela dit, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est la manifestation criarde, sans équivoque, de l'échec du renouveau qui ne peut pas se réinventer. Quand on a échoué, modestement on dit on a échoué. Dans ce cas, on pourra vous accorder les circonstances atténuantes. Justement, je veux que vous rebondissiez sur un aspect qu'a évoqué M. Kenyé. Il y a des parents aujourd'hui qui se préparent même déjà pour l'édition 2021 de l'ENAM. Ils appellent déjà le pactole. Comment on gère ça? C'est l'image à laquelle l'ENAM nous renvoie. Les parents, donc. C'est l'image à laquelle l'ENAM nous renvoie. Et il y a un corrompu. Effectivement. Donc les corrupteurs ont déjà mis la machine à marche. Ils mettent le paquet, ils s'endettent, ils vendent à l'étontine, etc. Comment on gère tout ça? Ils hypothèquent les biens pour s'acheter une garantie à l'ENAM parce que on est tout de suite sûr qu'on sera les leaders de demain. Pour la plupart, ils sont escroqués. Ouais. Oui, pour la plupart, ils sont escroqués. Cette fois-ci, je suis d'accord avec vous. 10 000 candidats, ils composent pour à peine 100 places. Et effectivement, donc il y a une sorte de marchandage des places à l'ENAM parce que c'est une garantie d'être un cadre demain et une élite. Non, les concours au Cameroun ne devraient pas être basés sur l'argent, sur le mercantilisme. On devrait reposer ces concours sur le niveau intellectuel, sur la compétence, sur le mérite. On parle des grandes écoles, mais j'aurais voulu qu'on parle des concours en général. Et Maître Fabien qui a bien prononcé ce mot concours. Il y a une autre polémique, peut-être qui n'est pas directement liée au Cameroun. Mais le Cameroun est interpellé parce que il y a une catégorie de Camerounais qui ont été envoyés à l'école africaine des métiers, des arts et de l'urbanisme au Sénégal. Mais on a vu une liste qui était composée exclusivement. Donc c'est extrêmement grave. La copie avait été corrigée par qui? Je crois que tout a été fait au Cameroun et la liste a été acheminée
à Dakar. Donc c'est un dysfonctionnement général et je pense qu'il faut repenser nos grandes écoles. Il faut faire revenir le mérite sur la valeur du candidat. Et ce n'est pas malheureusement ce qu'on voit aujourd'hui. Et le parent a un rôle central là-dedans. Au lieu d'encourager le candidat à faire des efforts, à étudier, à apprendre, comme on disait à une certaine époque, il dit juste que, écoute, je vais faire tout ce que je peux, je vais avoir de l'argent pour aller toquer à telle porte à Yaoundé, je connais quelqu'un à Yaoundé. Et puis, comme l'a dit Maître Fabien Kayé, ça ne paye pas souvent parce que les millions que vous investissez à toquer les portes, vous les perdez et votre fils finit toujours par rester à la maison. Merci. Si vous me permettez. Ouais, merci, c'est votre mot de la fin. Attention, que dans un concours organisé en France, a eu pour ressortissants, en matière de génie civil, a eu pour résultat ou sur la liste les ressortissants de la même région. Moi, je me pose la question de savoir pourquoi certaines personnes ne réussissent pas dans ce pays et réussissent à l'international. Oui, j'ai envie de dire pour sortir que nous contribuons tous par nos agissements à détruire ce pays. Tout à fait. Et nous sommes tous appelés à contribuer par nos agissements à rebâtir ce pays. L'heure est venue de faire de l'école camerounaise une école d'élite où la méritocratie doit primer et vivement que l'ECNAM, qui est cette école de vitrine, cesse de nous servir des spectacles déshonorants qui n'honorent pas notre pays. Merci Omer Seda d'être venu. Merci Maître Fabien Kayé. Merci bien Serge. Voilà, merci à vous également Georges Sémé. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition, la dernière de la semaine, et qui nous on se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, l'École nationale d'administration de magistrature ENAM.